comme souvent à l'Apollo, ça s'est pas du tout passé comme on l'avait prévu. Au départ, on n'a aucune volonté entrepreneuriale, de business. L'idée, c'est vraiment de trouver un endroit pour s'entraîner. Nos premiers membres, ce sont nos copains. Donc mettre en place un abonnement et faire payer nos copains pour des cours auxquels ils ne viennent pas, c'était un peu délicat. Les dettes à la sortie du Covid est telle que pour une petite structure comme nous, ça paraît insurmontable. Vu la taille de nos dettes, si on reste comme ça, on va mourir. Donc il faut qu'on grossisse, qu'on soit en capacité effectivement d'avoir plus de salles. Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salles, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Bonjour Sébastien, comment tu vas ? Bonjour, très bien, ça va très bien. Merci beaucoup Franck. Avec plaisir. Sébastien Bourne-Madelena, cofondateur de l'Apollo Sporting Club, qui est un club de boxe en Île-de-France et avec également des implantations à Lille et Lyon. Un club de référence à Paris et en région parisienne qui a été créé au début des années 2010. On y reviendra plus en détail. L'idée aujourd'hui, Sébastien, c'est de comprendre comment ce club est né, comment il s'est développé, comment il s'est structuré et comment il poursuit son expansion en format franchise. C'est les thèmes que j'ai identifiés avec toi aujourd'hui. Dis-moi si ça te va. Très bien, bah écoute, allons-y, c'est parti. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter ? Donc je m'appelle Sébastien Bourne-Madelena, j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants. Voilà, et ça fait maintenant un peu plus de 16 ans que on est impliqué dans l'Apollo Sporting Club avec mon frère et mon cousin qui sont mes associés dans cette aventure. Donc c'est une affaire de famille. Exactement, ça a démarré il y a maintenant pas mal d'années voilà, nous on vient d'une famille et d'un contexte familial assez sportif, donc ça a toujours fait partie de notre éducation et de notre mode de vie. On était pratiquants de boxe loisir, mon frère et moi, et on avait un de nos cousins, Benjamin, qui était lui en équipe de France de boxe française, qui était allé pensionnaire de l'INSEP pendant X années, qui a été multititré. Et voilà, et on avait une pratique très loisir, mais on avait un petit peu de mal à trouver notre bonheur à l'époque en termes de structure. Et donc c'est un peu par hasard que toute cette aventure a démarré. Parce qu'à Paris, à l'époque, il n'y avait pas de salle. Non, il n'y avait pas de salle, telles qu'on les imaginait. Alors pour la petite histoire, moi c'était un médecin qui m'avait renvoyé à la boxe. J'avais fait de la boxe quand j'étais à la fac, et dans ma première vie professionnelle, je faisais pas mal de sport à l'époque aussi, pas mal de squash, et un médecin m'avait dit que le squash c'était peut-être pas adapté. Il fallait un sport qui permette de se relaxer, de se détendre, d'être moins stressé, etc. Et dans la liste des sports qu'il avait donné, il y avait la boxe. Et donc j'ai repris la boxe quand j'avais 26-27 ans, et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Richard Dieu, qui malheureusement est décédé depuis, et qui était un des précurseurs de la boxe pied-point en France, qu'il a fait venir dans les années 70, c'était l'époque de Valera, etc. Bref, c'était un monsieur que j'adorais, et c'est par son intermédiaire que tout ça a démarré. Et quand il est décédé brutalement, on s'est retrouvés un peu à la rue, et on avait monté avec mon frère un système de copains avec un doodle où chacun s'inscrivait un peu comme il pouvait, et on faisait des cours entre 3 et 5 personnes. Et on partageait finalement un coaching comme ça. Et ça, on a fait ça comme ça, de manière bénévole pendant un certain temps, jusqu'à ce que malheureusement ça s'arrête, pour des raisons un petit peu dramatiques, comme je le disais. Et en fait, on n'a pas trouvé d'autres systèmes. C'est-à-dire que quand on arrivait dans des salles, on avait déjà 35-40 ans, on n'avait ni l'âge, ni le niveau pour aller se frotter aux petits jeunes de l'époque. Et les clubs de loisirs, les sections loisirs même, n'existaient pas du tout à l'époque. Donc c'est vraiment par hasard que cette aventure a démarré. On a cherché à monter une association, mais ça n'a pas fonctionné. Donc finalement, on a fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire monter une société. Et puis voilà, c'est la première vie de l'Apollo. C'est ces 5 premières années, c'est vraiment un schéma associatif quasiment, où on travaille en parallèle de nos métiers, et on fait ça le soir, le week-end, et c'est vraiment une bande de copains qui se retrouvent le soir pour aller s'entraîner. Je vais juste revenir un cran en arrière. Toi, tu disais que tu faisais ça en même temps que ton activité professionnelle. Ouais. Donc, tu as fait des études de quoi ? De commerce ? Non, j'ai fait des études de sciences politiques. J'étais à Sciences Po, j'ai fait de l'histoire, j'ai passé les concours pour être prof, ce que j'ai été pendant 2 ans. Et après, j'ai fait de la chasse de tête pendant 15 ou 17 ans.
dont 14 ans, avec ma propre structure que j'ai créée en 2001 et que j'ai revendue en 2014. Et voilà, donc ça, c'est c'est ma deuxième vie professionnelle. J'ai été prof dans une première partie, très court, mais très formateur. Et ensuite, j'ai fait donc du recrutement et de la chasse de tête pendant longtemps, et jusqu'à ce qu'on décide de basculer à plein temps en 2014-2015 avec mes camarades. Voilà, mais cette première phase de l'Apollo, c'est vraiment une phase associative. Oui, vraiment, on fait ça. Je sors du bureau, j'enlève mon costard, Mmh. et je mets un coup de peinture dans la salle le soir pour qu'elle soit prête à temps. De prof à je monte ma boîte de chasse de tête à je monte, une structure sportive, il y a un monde, il y a plusieurs mondes entre ces étapes. Tu as ce feu entrepreneurial en toi qui fait que tu quittes assez vite le milieu fonctionnaire? Je me retrouve pas dans le milieu fonctionnaire. J'aime beaucoup enseigner. J'ai continué longtemps après dans d'autres schémas que l'éducation nationale, mais j'aimais bien enseigner. Mais c'est vrai que le système du fonctionnariat, de la fonction publique me convenait pas très bien. J'avais besoin d'un truc comment dire? Un peu plus, punchy, un peu plus, Il y a du risque, il faut développer voilà, une un peu activité, plus trouver des clients. concurrentiel, un peu plus méritocratique aussi, paradoxalement. Et donc c'est vrai que l'entrepreneuriat répondait bien à ça, mais c'est pas arrivé tout de suite. D'abord, je suis parti comme salarié dans un cabinet. J'ai d'abord appris mon métier, tous les métiers différents, et puis les opportunités sont arrivées. Puis après, il a fallu juste les saisir. Et on apprend quoi dans ces cabinets de chasse de tête? Alors moi, j'ai démarré dans les premiers postes, parce que j'avais pas du tout le parcours académique à l'époque. À l'époque, les gens qui faisaient ça, c'est en général d'anciens seniors de leur secteur d'activité qui avaient 40-50 balais, qui se reconvertissaient par leur carnet d'adresses dans ces métiers-là. Moi, je viens de l'inverse. Moi, je viens de la chasse. C'est-à-dire, je viens vraiment du terrain. C'est-à-dire que moi, j'ai démarré dans ce qu'on appelait les chargés de recherche. Donc moi, mon métier, c'était d'enquêter. Et je parle d'une époque où il y a pas internet, Il n'y a pas LinkedIn. il y a pas LinkedIn, il y a pas tout ça. Donc c'était des enquêtes au téléphone où on essayait de repérer les gens dans les entreprises, dans les salons, qui faisaient quoi. C'était des vraies enquêtes. Waouh! Et donc, c'était extrêmement intéressant parce que, sur le plan macro, ça permet de bien comprendre comment fonctionnent les secteurs d'activité pour savoir où sont les éventuels candidats, de bien comprendre comment fonctionne cette, filière d'activité dans toute sa construction, en amont jusqu'en aval de la filière, pour identifier les différentes compétences. Et après, une fois qu'on discute avec les gens, bah, évidemment, c'est très formateur sur le plan micro parce qu'on apprend leur parcours, leurs études, ce qu'ils font, leur carrière, et cetera. Donc, moi qui avais une culture très sciences politiques, je me suis fait une culture économique pendant toutes ces années à écouter des gens, à chercher des informations, donc ça a été très formateur. Je regrette pas du tout cette période, voilà, j'ai pas fait d'école de commerce, mais c'était, largement au moins aussi, Mmh. Bien sûr. formateur. Chasse de tête pendant un certain temps. Ensuite, le projet, Apollo. Donc il y a un switch qui se fait, petit à petit. Au bout d'un moment, tu te dis: «J'ai revendu mon cabinet. Maintenant, je peux me mettre à 100% sur ce projet passion». Pas du tout. Ça s'est comme souvent à l'Apollo, ça s'est pas du tout passé comme on l'avait prévu. Au départ, on n'a aucune volonté entrepreneuriale, de business. L'idée, c'est vraiment de trouver un endroit pour s'entraîner. Il se trouve qu'on a l'occasion d'acheter le local, donc on se dit: «Bon, bah, voilà, si jamais déjà ça paye les loyers, et que ça nous paye le sport, c'est déjà une bonne affaire». Et ce local, c'est lequel? C'est celui à Alors, il n'existe plus aujourd'hui, il n'existe plus? c'était une cave, OK. qui, au moment du Covid, a été rachetée. Bref, je sais pas, cette salle était trop petite, elle faisait 88 mètres carrés. Il y avait pas de fenêtre, pas d'entrée sur la rue, pas de personnel. C'est la plus petite salle de sport de Paris, je pense. C'était la Thaïlande à l'intérieur, 80% de taux d'humidité. Enfin bref, c'était une autre époque. Mais tous ceux qui l'ont connu dans nos membres, et il en reste encore un certain nombre, se souviennent avec, émotion de cette petite salle, qu'on a fait de nos mains, avec nos copains, Mmh. comme je disais, le soir en sortant du boulot. Cependant, ta question, c'était pas ça. C'était de dire Hem, comment on fait le switch, en fait? Est-ce qu'il y non, a un déclic? le switch, en Le fait, c'est saut? que, au départ, on s'occupe comme on a des vies à côté, le principe, c'est que la salle fonctionne toute seule. La première année, on prend un bon bouillon quand même, et assez rapidement, d'année en année, l'activité double sans qu'on fasse grand chose. Donc il y a un moment, on se dit: «Bon, est-ce que, si on s'en occupe, ça va quand même pas marcher un petit peu plus que ça? Les croissances sont déjà impressionnantes sans rien faire. Qu'est-ce que ça pourrait donner si on s'en occupait?» Et puis ça correspond probablement à un changement de vie. Moi, j'avais une quarantaine d'années, j'avais déjà changé pas mal de choses, je voulais changer de vie professionnelle. Ça faisait longtemps que je faisais de la chasse de tête, et c'est les métiers du conseil sont des métiers assez usants d'une manière générale, en termes de pression, en termes d'horaire, donc voilà, j'avais envie d'autre chose avec, peut-être un sens un petit peu différent, et c'est vrai que, la boxe, le sport et la boxe en particulier, correspondaient peut-être mieux à mes valeurs, pour changer.
Tu dis que l'activité, double, à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? C'est que vous proposiez quelque chose qui plaisait particulièrement aux gens? Bah, Une autre manière de s'entraîner, un autre format? il faut imaginer qu'il y a pas de club de boxe, loisir à l'époque, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 90, dans les années 2010 pardon, si on veut boxer, soit on va dans un club associatif et il y en a pas tant que ça, soit on n'y va pas. Et rentrer dans un club associatif, c'est pas évident, les gens se font beaucoup d'idées sur la boxe, donc il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de fantasmes, de mythes et cetera. Et donc il y a une telle appréhension, beaucoup de gens ne franchissent jamais la porte du club de boxe. Et donc pendant longtemps, on a représenté une version un peu plus, facile d'accès. Mmh. Parce que loisir, et donc ça permettait à des femmes, à des gens un peu plus âgés, un peu moins, on va dire, dans la bagarre, d'avoir la possibilité d'accéder à ce sport. Donc ça, c'était très nouveau et ça n'existait pas et on le voyait bien, nous, quand on est allés s'entraîner avec mon frère pour aller, tester des salles et cetera. Donc nous, on boxait déjà depuis longtemps, mais nos copains ou nos copines qui avaient rejoint le groupe, depuis pas longtemps, ça aurait été probablement un petit peu dur, en termes d'adaptation, donc on voyait bien que ça existait pas. Et puis l'autre chose qui nous manquait beaucoup, je disais, on a grandi dans une culture du sport importante, où les valeurs du sport, les valeurs du club étaient quelque chose qui était important pour nous. Et je voyais bien que, dans les clubs asso ou dans les clubs, privés, il y avait pas trop ce truc-là, quoi. Ça manquait beaucoup, cette création de lien, cette espèce de création de lien social où finalement, on va s'entraîner et on passe autant de temps, à la 3e mi-temps que pendant les 2 Mmh. premières parce que finalement, c'est dans l'échange que se construit, toutes ces relations-là. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous manquait dans la manière dont les clubs étaient proposés. On trouvait ça assez impersonnel, et donc on avait envie d'un petit peu de quelque chose d'un peu différent. Puis bon, à force de chercher et de pas trouver, il y a un moment, ça nous a démangés. Moi, j'avais déjà une société, les 2 autres, ça les titillait, d'avoir une première aventure entrepreneuriale et donc on s'est lancé dans ce projet un peu fou. La première salle, c'est celle de Parmentier? Non, c'est alors juste à côté, elle était à Goncourt, donc à 800 mètres, rue Jacques Louvel-Tessier, cette fameuse cave, de 88 mètres carrés. Et c'est C'est ça et notre première salle. la ça, tu considères que c'est ta première salle ou Ah, c'est c'est plus un prototype de ce qui va devenir l'Apollo Sporting? Alors le vrai modèle de l'Apollo Sporting Club, c'est l'ouverture du 19e. Donc ça, c'est un peu plus tard. Donc, si tu reprends notre histoire, donc les premières années, on est vraiment dans le schéma associatif. On a que cette salle-là, cette toute petite salle. Et à partir de 2014-2015, on décide de basculer à plein temps. Donc l'arrivée des 3 se fait au fur et à mesure. On n'arrive pas tous en même temps. Et évidemment, avec pour objectif de développer la salle, parce qu'évidemment, à 3 sur cette toute petite salle, c'était un petit peu compliqué. Et on remporte un concours avec la mairie de Paris qui nous permet de gagner des locaux dans des conditions très intéressantes, qu'on a toujours d'ailleurs, qui sont dans le 19e à Rosa Parks. Et donc cette salle-là, qui fait 220 mètres carrés, je crois, évidemment, n'a plus rien à voir avec notre salle de 88 mètres carrés. Rien à voir. Mmh. Changement d'échelle. Changement d'échelle, changement d'organisation, mise en place des boxing bags, mise en place de tout ce qu'on avait en tête en termes d'organisation de cours et de clubs. Et donc, c'est le modèle qui se met en place, c'est le modèle sur lequel va se développer nos premières salles de franchise, nos futures salles, et cetera. Et donc, ça, c'est vraiment la deuxième phase de notre Mmh. vie. C'est vraiment entre 2015 et 2020, quand on décide de basculer à plein temps et que se met en place, on va dire, les bases de notre réseau avec l'ouverture donc du 19e, ensuite l'ouverture, le transfert de notre salle historique donc de Goncourt à Parmentier en 2018 et en 2019, fin 2019, l'ouverture du 17e, les premières franchises, avec le Mmh. 77, et donc et après le Covid. Voilà, donc ça c'est vraiment cette première phase, enfin cette deuxième phase pardon, qui met en place vraiment les fondamentaux de ce que nous sommes devenus. On va les descendre, on va les décortiquer. Tu disais que quand tu allais dans des clubs associatifs, tu ne trouvais pas forcément ce lien social ou toutes les valeurs que toi tu avais, par rapport au sport. Donc l'idée, c'est de créer, un club où on se sent bien. Alors oui, alors juste sur les clubs associatifs, quand je dis ça, c'est pas contre les clubs Non, associatifs bien du sûr, tout, mais c'est que mais que souvent par manque de moyens, de bénévolat, qui est pas extensible, d'organisation qui font que le cours, bah, c'est que le mardi ou que le jeudi, c'est compliqué pour créer des liens. Donc c'était de trouver quelque chose qui soit plus souple et donc nous, on a souhaité, et d'ailleurs, ça a toujours été nos valeurs depuis le début, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé grand-chose, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire un club d'abord de qualité. Ça, c'était notre premier point. Ce qui a toujours motivé, c'est la qualité des entraînements. Pour ça, il faut 2 conditions. Elles sont valables partout et dans toutes les disciplines. C'est des petits groupes et des bons coachs.
Voilà. Donc le nombre de personnes peut varier chez nous parce qu'évidemment, l'accompagnement sur un cours de sac n'a pas besoin d'être le même que sur un cours de boxe. Donc mais l'idée, c'est qu'on soit dans des petits groupes et qu'on puisse avoir le temps de s'occuper de vous. Ça, c'est le premier point et le deuxième point, c'est d'avoir des bons coachs et c'est vrai que par l'intermédiaire de notre cousin Benjamin, il avait un carnet d'adresses, qui faisait qu'on avait accès à des gens qui étaient en équipe de France, voilà, on a eu des médailles olympiques, on a eu, des entraîneurs nationaux et on a toujours des entraîneurs nationaux. Donc on a une qualité d'enseignement technique qui est évidemment, incroyable. Donc ça, c'était le premier point. Mmh. Le deuxième point pour nous, c'est d'avoir de la flexibilité. Cette flexibilité, elle était à 2 niveaux. D'abord sur le plan des horaires, je prenais l'exemple du mardi et du jeudi, c'est très compliqué quand on est cadre, dans une ville comme Paris, par exemple, pour pouvoir arriver à gérer le sport, la famille, le travail, les réunions de dernière minute et si jamais on a que 2 entraînements possibles par semaine, la probabilité de les réaliser, sur le moyen terme et le long terme, elle est compliquée quand même pour avoir de la récurrence. Donc il nous fallait quelque chose de beaucoup plus souple en termes d'agenda, avec une variété de cours, une variété de jours pour que, bah, si je suis pris le mardi, bah, c'est pas grave, j'irai le mercredi, c'est pas un souci et le deuxième point, nos premiers membres, ce sont nos copains. Donc mettre en place un abonnement et faire payer nos copains pour des cours auxquels ils ne viennent pas, c'était un peu délicat. Donc le système de crédit a d'entrée été mis en place. Ouais. Il y a jamais eu de logique d'abonnement parce que nos premiers membres sont nos copains. Donc quand on sait que le système d'abonnement, il est quand même largement fondé économiquement sur le no-show, c'est difficile de monter quelque chose pour ses copains qui est fondé là-dessus. Donc nous, c'était fondé sur la consommation et sur le fait de venir s'entraîner. Donc c'est une autre démarche. On va préciser effectivement que pour, participer à un cours de l'Apollo, on achète des crédits, ce qui revient à peu près à 10 €, 12 € par crédit selon le pack de crédits que vous prenez et vous les consommez, un par un, par cours. Contrairement à un format abonnement où vous payez, que vous y alliez ou que vous n'y allez pas. Mmh, On prend souvent l'exemple, des salles de muscu où en fait, c'est les gens qui ne viennent pas qui financent, exactement. les gens qui viennent. Mais il faut quand même trouver un équilibre, économique, puisqu'il y a une salle, donc il y a au moins un loyer à payer, il y a des coachs, à payer qui assurent, des cours. Donc vous, vous avez une réflexion assez poussée sur le est-ce que ça peut fonctionner un modèle économique, par crédit, Bah, VS l'abonnement? Et je précise qu'à cette époque, au milieu des années 2010, c'est beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Aussi, il y a aussi beaucoup moins de comparables. oui, oui, alors après on l'a pas inventé non plus, ce système existait notamment dans les classes de yoga, déjà depuis un certain temps donc le système avait déjà fait ses preuves. C'est sûr que c'est pas du tout la même gestion, c'est pas la même communication, c'est pas la même cible sur le plan du fonctionnement, mais là aussi en termes de valeur, je préfère motiver à sur le plan marketing, à motiver mes membres pour qu'ils viennent s'entraîner, plutôt que simplement pour qu'ils viennent s'inscrire. Là aussi, moi, mon but, c'est de les faire venir à la salle, pour créer justement, toute cette ambiance-là, toute cette récurrence, tout voilà et aujourd'hui, quand on fait nos soirées, quand on fait nos galas et quand on voit nos membres qui viennent, qu'ils aient des amis ou pas, qui soient dans le ring, on voit bien qu'on a su créer, cette ambiance de club un peu particulière, et qui est intergénérationnelle, qui n'est pas liée au niveau, qui est vraiment liée au plaisir de passer, du temps ensemble. Effectivement, la marque de fabrique Apollo, c'est son ADN club ou son esprit club. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a été construit, au fil des années, qui est de dire, en fait, là, vous venez dans un vrai club de boxe, pas un studio où vous allez vivre une expérience, avec un concept fort, pas dans quelque chose qui soit, très haut de gamme où on se regarde tous, le nombril, mais vous allez venir vraiment dans un club de boxe pour faire de la boxe, sans vous faire, casser la figure au bout de 10 minutes. Oui, c'était l'idée, c'était d'essayer de pouvoir démocratiser la boxe, de pouvoir en montrer toutes les facettes et pas que la facette cinématographique, un peu caricaturale qui est réelle, hein, bien sûr, et qui fait une partie de son mythe, mais d'avoir quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus œcuménique et de voir toutes ses qualités, notamment fitness et de laisser la possibilité, à quelqu'un qui serait débutant, d'un certain âge, pas forcément orienté sur les sports de combat, en se disant: «Bah oui, bah finalement, moi aussi je peux faire ça». Et il y avait un schéma donc expérientiel fort, parce qu'on a plein d'exemples de gens qui sont arrivés chez nous un peu par hasard, qui ont fini dans un ring, là aussi un peu par hasard, mais qui ont vécu une aventure personnelle, importante avec eux-mêmes déjà. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, Apollo, il y a un focus sur la boxe anglaise.
Tu veux dire de notre point de vue parce qu'on le souhaite, ça serait un choix de notre part ou non, c'est un choix, de nos membres. Ouais, Alors, parce que d'ailleurs, l'un de mes associés est clairement boxe pied-point. ouais. Mon frère et moi, on était plus anglaise, mais c'est clairement lui qui a imprimé quand même la qualité, pugilistique qu'il y a chez nous, donc on aurait pu imaginer qu'on soit plus pied-point. Non, je crois que vraiment, c'est nos membres qui nous ont orientés, sur cette partie-là. Alors on est très attachés, à la savate et la boxe française pour plein de raisons, au-delà du fait que c'est une discipline française et qu'on est malgré tout à notre petit niveau, on essaie de la préserver et de la faire perdurer. Il faut savoir chez nous qu'on a la plus grosse section de France pour les enfants. Ça représente, à Paris 400 enfants de moins de 16 ans, entre 6 et 16 ans, répartis sur 5 clubs différents, et hem et qui pour le coup ne font que de la boxe française. C'est-à-dire chez nous, la différenciation se fait plus tard, elle se fait à partir de 16 ans parce que on estime que c'est une des plus complètes, une des moins dangereuses, et qui peut servir et qui est une excellente base pour pouvoir ensuite évoluer, vers d'autres cours. Donc la boxe anglaise après ça vient plus, c'est plus peut-être une affaire de culture ou de référentiel, parce qu'il y avait pas forcément de volonté à la base, de s'orienter vers l'une ou vers l'autre. Et depuis quelques années, là, on a ajouté le MMA, hein, dans les cours que nous dispensons. Là aussi, c'est une évolution logique, c'est aujourd'hui un des sports de combat les plus regardés, les plus intéressants et aujourd'hui, la discipline s'est énormément structurée. C'est plus du tout ce que c'était il y a 20 ans, et ça en fait un élément tout à fait, intéressant et on le voit bien dans le développement de nos sections. Alors c'est pas les gens se ruent pas dessus, faut pas imaginer qu'il y a un raz-de-marée du MMA, ça c'est la différence entre la télévision et la réalité de l'entraînement. C'est plus facile d'être derrière sa télé que sur le tatami. Mais en revanche, on voit bien que, on a une population, jeune qui s'intéresse de plus en plus à cette discipline et qui est en train d'évoluer, de manière très intéressante. Donc, il était légitime qu'on l'accompagne. Ça change pas notre ADN vraiment. Avant de parler du MMA, il y a un autre mouvement de fond, c'est celui de la boxe fitness. Ouais, Je pense à un cours qui marche très bien chez vous, c'est le boxing bag. ouais. Donc c'est un cours où en fait on va frapper, dans un sac, donc on est encouragé par un coach, on peut avoir de la musique, éventuellement et là l'idée c'est de réaliser des enchaînements, sur le sac de frappe, donc on peut le faire, à tout niveau. C'est hyper cardio, on va être, lessivé à la fin de la séance. Ça, c'est un cours que vous avez, imaginé, dont vous vous êtes inspiré, ailleurs? C'est un peu vous qui avez lancé, ce mouvement? Alors, en tout cas, oui, en France, c'est sûr que ces cours-là n'existaient pas avant. Nous, quand on a conçu nos salles et notamment le 19e, la première salle, témoin, dont on parlait tout à l'heure, on a mis immédiatement un grand mur dans lequel il y avait une dizaine de sacs qui étaient accrochés. L'objectif de nos agendas à partir de ce moment-là, c'est d'imaginer ce qu'est l'entraînement d'un boxeur, et de le fractionner en séances, comme c'est le cas pour l'entraînement et de pouvoir le proposer. Donc on va retrouver, si je prends les boxeurs pros, il y a la préparation physique, il y a le cardio, il y a la leçon, il y a le sparring, il y a le fractionné au sac, il y a les pattes d'ours et cetera et cetera et donc toutes ces disciplines-là, on les a reproduits sur nos agendas et si on regarde les agendas qui sont proposés, les plannings qui sont proposés dans les différentes salles, on va retrouver toutes ces disciplines. Le yoga qui fait partie intégrante de l'entraînement pour la souplesse, la respiration, la concentration et cetera. Bref, toutes les disciplines qu'on propose, historiquement, ont pour vocation de préparer, un boxeur, à l'intégralité de la préparation physique dont il va avoir besoin. Et donc, dans ces préparations physiques, l'avantage alors vous avez donc des cours avec opposition et des cours sans opposition dans l'ensemble de ces disciplines. Et évidemment, pour les disciplines sans opposition et donc le sac, j'y arrive, évidemment le sac, bénéficie d'un double avantage parce qu'il est à la fois plébiscité par les gens qui boxent, parce que c'est un vrai entraînement de cardio. C'est le fractionné, c'est l'entraînement, par définition du boxeur en fractionné. Donc n'importe qui va préparer un combat, n'importe qui veut s'entraîner, qui veut travailler sa résistance, son endurance, va faire du fractionné au sac, pour pouvoir, être plus résistant, plus efficace quand il va être sur le ring. Et tous ceux qui veulent connaître, toutes les sensations de la boxe, mais sans la dimension bagarre dont, on parlait tout à l'heure en parlant de l'un de nos confrères, ils vont retrouver dans cet entraînement-là,
les mêmes éléments. Et après, la chance qu'on a, c'est que chez nous, évidemment, les entraîneurs qui vous donnent ces cours-là sont des vrais profs de boxe et c'est pas des profs de fitness. Alors c'est pas péjoratif pour le fitness, bien sûr, mais ça reste un agrès fondamental. Donc quand vous êtes entraîné par un prof de boxe derrière un sac, c'est un cours de boxe. C'est-à-dire qu'on travaille les enchaînements, on travaille les esquives, on travaille l'attaque, on travaille la défense. C'est pas que une dimension cardio, c'est pas que une dimension fractionnée. Il y a un vrai travail technique qui peut être mis en place et qui peut être proposé. Et c'est ça, je crois aussi, qui a fait la différence dans nos cours et dans le fait qu'on récupère pas mal de monde sur ces disciplines-là. Parce que c'est vrai que le sac, si jamais il n'est pas inscrit dans une dimension programmatique et pédagogique intéressante, on finit un peu par s'ennuyer. On sait pas quoi On faire, sait pas quoi il est devant faire. nous, Voilà, si c'est pour taper avec de la musique et faire n'importe quoi pendant 1 heure, ça va faire du bien, ça va faire du bien 1 fois, 10 fois, 20 fois, mais il y a pas de schéma de progression. Et il faut pas oublier qu'on le disait tout à l'heure, on revient toujours à ça, on est un club et moi mon travail, notre travail à tous, c'est de faire progresser nos membres, quel que soit le niveau auquel ils souhaitent arriver et leur niveau de départ. Et le sac fait partie intégralement de notre culture, au-delà du symbole qui en plus est très fort, mais est un vrai outil et pour le coup, faire de la boxe de 7 à 77 ans, tout le monde a vu, les photos de Jack LaMotta jusqu'à 90 ans en train de faire du sac, voilà, mmh, c'est c'est un très bon outil que le boxeur amateur, loisir comme professionnel peut s'approprier. pour tout le monde. Il y a pas de pour les enfants, et c'est ça qui en fait son caractère général. On a parlé de la boxe avec opposition du sac. Tu disais que le MMA avait également intégré, vos plannings. Oui, alors en C fonction des salles, on n'a pas toujours la possibilité logistique de pouvoir les accueillir. Mais effectivement, oui, oui, on a aujourd'hui à Courbevoie et à Boulogne-Billancourt, on a des sections qui sont ouvertes. Ça, c'est une demande également des clients ou c'est vous qui proposez cette offre, hem, Non, je pour crois que tester le marché? non, je crois que c'est un peu des 2. Ça fait très longtemps qu'on en parle évidemment. On pense qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé, ça s'est vraiment structuré. Les problématiques de structuration sont plus d'actualité, on est sur un autre schéma aujourd'hui. Donc c'est plutôt un schéma de pratique. On voit que les clubs, de spécialistes se développent, de compétiteurs se développent, et donc légitimement le millefeuille, sportif se met en place. Donc avec les compétiteurs, les amateurs, et ça redescend progressivement, les loisirs, les enfants, Mmh. le sport s'organise. Mmh. Un des autres aspects des clubs Apollo, c'est que vous organisez régulièrement des galas ou des interclubs qui permettent d'avoir une sensation pour, le pratiquant de vrai combat, quelque part. Dans le sens où Alors il y a un show, c'est les Apollo Boxing Nights. oui. Donc on peut venir, on peut être, encouragé par sa famille, ses amis et on a une vraie expérience, du ring. Exactement, on a là pour le coup, on a été les premiers en France à mettre ça en place. Alors on n'est pas les premiers, les white collar boxing existent dans le monde anglo-saxon depuis pas mal d'années, mais on a repris l'idée parce que là aussi, on est un club, nos membres s'entraînent, quel que soit leurs âges, leur niveau. Et il y a un moment, ils ont envie de se confronter, ils ont envie de voir s'ils ont progressé. Et évidemment, la réalité du ring, c'est pas la réalité de l'entraînement. Et comme dans toute aventure sportive, se confronter à l'autre, à soi-même déjà, mais à l'autre aussi, c'est une étape importante sur le plan sportif. Et donc, légitimement, après quelques années de pratique, quand on a monté tout ça, on a eu envie de voir ce que ça pouvait donner. Et là encore, ça n'existait pas. Il y avait pas de gala, et pas de place réservée, pour pouvoir monter ce genre de choses. Donc nous, on a été les premiers à monter sur le ring, hein. On s'est autoproduit, hein. Évidemment, ça se bousculait pas pour nous faire boxer dans les galas, ce que je veux bien comprendre. Et donc voilà, je me revois encore, notre 1er gala, on le fait à la Machine du Moulin Rouge, Heu, le matin encore, ma femme me dit: «Mais qui est-ce qui va venir vous voir?» Franchement, voilà, il y a 600 personnes dans la salle, il y avait la queue plus longue Waouh! que sur le lido. Parce que finalement, tous nos copains, nos familles, nos collègues, ça les faisait marrer et de venir nous voir et bref, c'était une grosse fête de club et on a été très surpris de l'engouement et puis, bah, voilà, après on a mis le doigt dans l'engrenage. Évidemment, ça il y a beaucoup de gens qui se sont dit: «Bah, si eux ils l'ont fait, franchement, moi je peux le faire». Et ce caractère, expérientiel évidemment, s'est diffusé et puis ça a permis, de nous fixer des objectifs, de nous obliger à maintenir une certaine qualité, voilà, on peut pas monter sur le ring comme ça, même si on n'est pas en combat, on est en pré-combat donc c'est de l'assaut donc ça secoue un peu mais rien à voir avec la boxe, amateur, mais malgré tout, on fait pas monter n'importe qui sur le ring donc faut s'entraîner, faut être discipliné donc voilà, donc ça a permis de créer une dynamique et aujourd'hui, on voit que
que certains de ceux qui boxaient avec nous, en loisir, maintenant boxent en amateur, donc sont passés encore dans un autre monde. Donc aujourd'hui, on a vraiment l'ensemble du panel, de public qui est représenté chez nous. Ça permet une vraie trajectoire sportive. Oui, on peut démarrer chez nous la boxe, quel que soit son âge et en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé, on peut vous emmener, relativement loin. On a même des entraîneurs nationaux, donc Mmh. sur un point de vue purement pratique, on a les compétences pour accompagner n'importe qui, quel que soit son objectif, sportif. On a bien parlé, de l'apollo, de ce qui est proposé, de ce qu'on peut y Ouais. faire, de ce qui tourne autour, comme ces fameux, galas. Parlons du développement. Alors je voudrais juste Ouais, dire un mot sur un autre élément, parce que pour moi ça fait partie, et c'est un élément important de notre, organisation. On parlait de boxe pour tous, les enfants, les clubs privés en général font pas d'enfants, ils font pas de compétition, ils se concentrent vraiment sur les éléments les plus mercantiles de nos activités et comme je le disais tout à l'heure, c'est important pour nous d'y avoir associé, d'autres activités et dans ces autres activités qui, prennent une place importante chez nous, c'est toutes nos activités liées, au public fragile. On accompagne aujourd'hui à peu près 1 000 personnes par semaine. Donc c'est pas neutre en termes de volumétrie, dans des publics assez variés qui peuvent être le handicap, la protection de l'enfance, le décrochage scolaire, les femmes isolées, les migrants, les SDF. Malheureusement, les sujets sociaux manquent pas. Où effectivement, nos coachs, vont, soit directement dans les centres, soit ce sont les résidents, de ces centres qui viennent dans nos clubs et qui participent, soit dans des cours spécifiques, soit dans des cours mélangés avec les autres, à nos activités sportives. Et aujourd'hui donc, Yann Mazet qui s'occupe de ce programme-là et que tu as déjà reçu, depuis, plusieurs années. On fait ça depuis une dizaine d'années aujourd'hui et on voit aujourd'hui que ça s'est, réellement développé. On a un vrai savoir-faire, une réelle, notoriété n'est pas le terme, mais une réelle, expertise. expertise, sur cet univers-là et quand on parlait des valeurs du club, voilà, c'est on retrouve ces valeurs de création de liens qui sont pas simplement d'aller boire une bière à la sortie de l'entraînement. C'est des valeurs un peu plus larges que ça malgré tout. Donc voilà, juste pour, préciser ce dernier élément parce que c'est un point important de notre activité et de notre développement. Tout à fait, donc c'est opéré à travers l'association Apollo. Oui, qui est pour le moment est une association. On a, ça va faire le lien d'ailleurs, avec le positionnement. Aujourd'hui, le sport, il est un peu, c'est un peu clivant dans notre univers. C'est-à-dire qu'on a soit le milieu associatif, soit le milieu privé. Ouais. Et aujourd'hui, ça communique pas toujours très bien. Alors, il y a certains sports qui sont plutôt bien arrivés, le paddle et le tennis, par exemple, le golf, l'escalade. Il y a d'autres, voilà. Chez nous, en boxe, c'est plus compliqué. On sent que la fusion des univers, s'est moins bien passée. Et nous, on pense qu'il y a un modèle de club qui peut être un petit peu différent, qui peut être un peu à mi-chemin entre le club Mmh. privé, et le club associatif. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, on remplit beaucoup de missions de service public. Les enfants, le handicap, je pense qu'on a les plus grosses sections handicap et les plus grosses sections d'enfants, de France. Oui, on n'a pas attendu d'être une association, on l'a longtemps fait, de manière, traditionnelle, on va dire, donc ça n'empêche pas de voilà, je pense qu'on peut être à la fois une structure privée, et mener malgré tout, des activités, sportives très traditionnelles. On travaille beaucoup sur le plan juridique, c'est un petit combat en ce moment sur le développement et la transformation de notre association en coopérative, pour pouvoir, sur le plan juridique, avoir un système plus adapté justement à ce mélange des genres. Parce qu'aujourd'hui l'association et l'entreprise sont des univers juridiques qui communiquent assez mal et donc ça paraît pas grand-chose comme ça derrière un micro, mais c'est un enjeu important, parce que l'objectif, c'est vraiment de faire, aussi évoluer, on le sait très bien, tous les gens qui sont dans le sport s'en plaignent. C'est une baisse des subventions, c'est une baisse des moyens, c'est une baisse du bénévolat, et que nos clubs aujourd'hui reposent largement, sur les bonnes volontés, à la fois de nos édiles dans les subventions qui nous sont données et de la bonne volonté des bénévoles qui sacrifient leurs soirées, leurs week-ends, pour Mmh. accompagner les gamins et les compétiteurs et malheureusement, des vocations se perdent. Et c'est un problème dans tous les sports où c'est de plus en plus compliqué de faire tourner des clubs associatifs. Et donc, nous, on pense modestement que, on peut avoir une réflexion, un petit peu différente en mélangeant les gens où, le schéma loisir, parce que, peut-être plus rentable, peut permettre de financer, une partie des activités, qui historiquement étaient prises en charge Mmh. par les associations. La chance qu'on a, c'est que quand on monte des activités sociales, comme nos infrastructures, et nos moyens sont d'ores et déjà financés par nos activités économiques, ça permet de faire en sorte que les subventions
subvention aille directement aux bénéficiaires et donc de pouvoir développer, une vraie solidarité sur un certain nombre, d'inscriptions. Donc voilà pour ma petite, Le message, voilà, est passé. Effectivement, exactement. l'association Apollo, donc il y a des centaines ou des milliers de gens à qui des activités sont proposées toutes les semaines. Si je comprends, donc ça remplit une vraie mission de service public qui a été, saluée lors des Jeux paralympiques, il me Ouais. semble Ouais, d'ailleurs. ouais, Yann a fait partie des gens qui ont donc le responsable chez nous du programme, fait partie des gens qui ont allumé la flamme, Mmh. paralympique et on le voit, il est au quotidien impliqué, au Mmh. déploiement, du sport, du parasport mais pas que, parce que c'est aussi, on le voit bien dans les autres publics qui se sont beaucoup développés ces dernières années, c'est la protection de l'enfance pour lequel la boxe est un Mmh. outil, pédagogique, extrêmement, extrêmement compétent. C'est d'ailleurs peut-être sur le plan émotionnel un des cours les plus forts auxquels j'ai assisté, de voir ces gamins qui portent en eux, beaucoup de violence, beaucoup de difficultés et dont on voit que, même si le cours est toujours, à 2 doigts de basculer dans le chaos parce que c'est toujours très tendu, les fins de séance sont souvent, très émouvantes parce que l'effort qui a été déployé leur fait un bien, incroyable. C'est, on imagine bien que ça peut être un outil vraiment, de délivrance, enfin de Clairement, clairement. Voilà, donc on a beaucoup de plaisir à déployer, cette facette de nos activités qui est arrivée, je crois en 2012, donc très tôt, finalement dans notre histoire, mais qui cette année, depuis maintenant 1 an, depuis les Jeux, pour être clair, mmh. prend de plus en plus, sa place parmi nos activités. Donc c'est une des palettes, de l'Apollo. L'Apollo à Paris, c'est 5 salles. Ouais. Hem, donc je comprends qu'il y a cette première cave, ensuite, Rosa Parks, Goncourt et ensuite comment se sont embrayées, celles d'après? L'idée c'est de dire, on a une zone qui fonctionne bien, on essaye de dupliquer le concept sur une autre zone? On reste que à Paris? On se met pas encore en Île-de-France? N non, au départ, nous on avait un problème de place, nos salles étaient pleines. Donc C'est plutôt un bon problème. c'est un bon problème, donc on a des problèmes d'accueil et donc on a commencé naturellement à se mettre pas trop loin pour pouvoir accueillir le surplus donc on a fonctionné beaucoup par capillarité au début, pour pouvoir Mmh. alléger, les salles, et après évidemment avec le développement de la franchise, les ouvertures un petit peu plus lointaines, on a été un petit peu plus audacieux et on a osé franchir le périphérique. Heu Pour détailler un petit peu sur les ouvertures de salles, vous, quelles étaient vos recherches? Il vous faut un local, sur pas forcément sur rue, plutôt sur rue? Alors c'est toujours mieux, mais là aussi il y a eu beaucoup de choses qui ont changé Ouais. entre le Covid entre l'avant et l'après Covid. Nous, il y a vraiment on parlait de phase tout à l'heure, il y avait cette première phase associative, cette deuxième phase de croissance où on met en place le système jusqu'en 2020, puis ensuite il y a le Covid. À partir du Covid, évidemment, donc c'est cette troisième phase chez nous dont on finit, qu'on va bientôt finir. C'est-à-dire que juste un symbole, on rembourse notre PGE dans 2 mois. Ouais, OK. Donc, c'est pour, les gens ont toujours l'impression que le Covid, c'est il y a très longtemps, mais pour, les gens de notre corporation et d'autres métiers comme la restauration qui ont été très fortement touchés par le Covid, c'est encore très présent, Oui, il ne y a serait-ce des que dans la échéances de compta, prêt, ne serait-ce que dans la compta. Donc c'est pas neutre du tout et évidemment notre situation post-Covid n'est pas du tout celle d'avant Covid. On aurait dû mourir 30 fois, parce que l'étendue des dettes à la sortie du Covid est telle que pour une petite structure comme nous, ça paraît, insurmontable. Finalement, on a une stratégie assez audacieuse, pour pouvoir, survivre à tout ça, qui est de se dire, vu la taille de nos dettes, si on reste comme ça, on va mourir, donc il faut qu'on grossisse et il faut qu'on soit en capacité effectivement d'avoir plus de salles. Donc on a ouvert des salles, principalement en propre, pour pouvoir être en mesure comme on savait les faire fonctionner, pouvoir remonter, heu, pour pouvoir remonter des bénéfices et ainsi pouvoir être en capacité de rembourser nos dettes. Donc c'est ce qui s'est passé. Voilà, ça a été, assez long, et fastidieux parce que voilà, c'est pas encore tout à fait terminé. Donc ça c'est quand même un contexte important qui va changer pour nous, puisque depuis 6 ans, toute la croissance qui s'est réalisée avec finalement une situation, globale un peu compliquée, et
n'importe qui a géré une entreprise le sait bien, quand on sort d'une situation telle que le Covid, les banques sont tout de suite un peu moins, sympathiques, pour discuter, financer du développement, Mmh. voilà. Donc malgré tout, on a quand même réussi à quasiment ouvrir une salle par an. C'est énorme. Voilà, En taille moyenne, tu quoi? Tu à 200 carrés, un peu 300, plus. Elles un peu sont plus? entre alors les salles version 19e, donc ce premier modèle de salle, sont entre 200 et 250 carrés pour quasiment toutes. Il y a quelques exceptions, mais globalement, c'est ça. Et depuis maintenant, les dernières salles qu'on ouvre sont un petit peu plus grandes puisque le fait d'avoir rajouté le MMA crée un espace supplémentaire d'entraînement et va rajouter une petite centaine de mètres carrés, donc les dernières salles sont plutôt à 350 ou plus. Parce que toi, il te faut, un accueil, Oui, des vestiaires hommes-femmes, oui, des sanitaires, oui. une zone ring, une zone sac, MMA. Voilà, une c'est zone ça, MMA. exactement. Donc le fait de rajouter une zone d'entraînement rajoute mécaniquement, la surface nécessaire, en plus par rapport à ce qu'on avait avant. C'est la différence entre Boulogne, qui est la dernière salle qu'on a ouverte, qui est parfaitement dans ce schéma-là, qui fait 350 carrés ou 370 carrés, avec 3 plateaux, bien distincts. Il y a quelque chose que je n'avais jamais vu avant, c'est, je pense à Notre-Dame de Lorette, un système qui permet de ranger les sacs dans un coin qui sont sur des rails Ouais. et qu'on vient tirer pour, les mettre, au milieu de la salle. Alors le 9e, c'est un peu un clin d'œil à notre première salle parce que, en termes de taille, elle lui ressemble d'une certaine manière. Elle est beaucoup plus petite que les autres. Le 9e, c'était un peu particulier, au moment où on ouvre cette salle, donc très peu de temps après la fin du covid, on a beaucoup de demandes pour le sac, presque trop. Et donc on décide d'ouvrir une salle un peu dédiée au sac. Il se trouve que géographiquement, elle est au milieu de nos salles de l'époque, 11, 19, 17, et on est vraiment quasiment à équidistance de ces 3 salles et notre idée, c'est de pouvoir accueillir le surplus, de la demande que nous avons sur les cours de boxing bag, qui bouchonnent un petit peu dans les autres salles, et avec l'ouverture du neuf, ça permet effectivement de pouvoir faire des sacs, avec ce système de rails, coulissant, avec un volume de sacs relativement important, et quand on les enlève, ça permet de faire des cours de boxe en petits groupes, comme on faisait avant à Jacques Louvel-Tessier, Mmh. à 8 personnes. Ce système de rails, c'est quelque chose qui a été fait sur mesure pour Ouais, vous? ouais, ouais, ça a été fait sur mesure. D'accord, OK. J'ai jamais vu ça avant. Il y a des modèles standards quand c'est tout droit, ou Ouais. quand il y a juste un virage, mais là, vu la Ça complexité, serpente. mais là, ça serpente, Ouais. et donc là, il était sur mesure. Ces cours de sac, on a dit qu'ils fonctionnaient, très bien et ça a inspiré, d'autres clubs. Je pense des studios à concept comme le Punch Bag ou, Outbox. Aujourd'hui, les concurrents, d'Apollo, qui est-ce? Est-ce que c'est, les associatifs? Est-ce que c'est des clubs très premium? Est-ce que c'est les concepts, les studios concept? J'ai envie de te répondre que c'est un petit peu tout le monde. Il y a pas de le fait d'être positionné finalement, nous, sur un marché assez large, fait que, comme on a des publics assez différents, c'est le principe de la boxe pour tous, bah, on a des concurrents sur un petit peu tous les segments. Donc je vais prendre quelques exemples. Sur la partie compétiteur, on va être en compétition avec des associations qui vont former des compétiteurs. Sur les loisirs, on va être en compétition avec un petit peu tout le monde. Sur le très haut de gamme, sur le plan CSP, je parle pas au niveau de la boxe, mais au niveau des moyens, on va avoir des concurrents dans des clubs soit thématiques, soit des généralistes, mais très haut de gamme, qui vont, pour lesquels on sera pas positionné de la même manière. Donc les gens qui font que du sac, là aussi, c'est encore une autre, donc nous, on est obligé de se battre un petit peu avec tout le monde. Les clubs haut de gamme pour montrer que chez nous, c'est peut-être un petit peu moins haut de gamme, mais que le marbre, ça fait pas tout, et que la boxe, c'est pas que ça. Que la boxe, c'est pas que, une salle où on repart avec le nez cassé et où ça sent la chaussette, vous voyez? C'est pas non plus l'autre extrême inverse, et c'est pas non plus une salle où avec de la techno dans le noir, où on tape n'importe comment dans un sac, c'est pas non plus ça. Mmh. Donc on a, ce qui est quand on a rapidement préparé l'entretien, tu parlais d'identité, Ouais. comment on grossit et conserver son identité. Aujourd'hui, une des choses dont on est assez fier, c'est que, alors que les gens nous connaissent plus personnellement, la plupart, à part les anciens, mais dans les salles, c'est qu'on a réussi à maintenir ce côté club dans les salles, cette proximité qu'ont naturellement les gens avec le coach, avec la salle, avec leur environnement, et ça, c'est voilà, et je pense que, je crois que c'est la simplicité qu'on a mis derrière dans l'organisation générale,
qui a permis de conserver cet état d'esprit. Ça va me permettre de faire le lien avec le dernier sujet. Tu parlais de grossir après avoir monté plusieurs clubs, à Paris en propre, c'est-à-dire Ouais, que vous-même vous les opériez. Vous avez décidé de vous lancer en franchise. ouais, Donc, pour rappel, la franchise, c'est un système où une personne va exploiter une marque, qui a été créée, par quelqu'un d'autre. Donc en l'occurrence vous, vous avez créé la marque, Apollo, et une personne tierce va, monter sa salle sous, l'égide, sous le nom, Apollo. En contrepartie de quoi, vous allez l'aider à se structurer, à recruter les bons coachs, à faire le planning. Lancer une franchise, c'est pas neutre. C'est un investissement qui doit être, important en termes de structuration. D'où vient l'idée? C'est parce que vous n'aviez plus assez de temps pour, lancer d'autres salles? pas du tout. Là, encore une fois, comme d'habitude, un peu débordé par les événements. Ce sont des profs à nous qui sont venus nous voir, quand on a ouvert le 19e, qui ont vu la salle, à l'ouverture, à l'inauguration et qui nous ont dit: «On veut la même». Voilà comment ça a démarré. Donc il a fallu qu'on se renseigne, savoir comment monter une franchise. D'ailleurs, la première n'est pas une franchise, d'un point de vue juridique, c'est un contrat de licence de marque. Et donc on a dû imaginer, comment organiser et conceptualiser, parce qu'on n'avait jamais imaginé, franchiser, le système. D'ailleurs, on l'a relativement peu développé, parce que, on n'est pas des franchiseurs, c'est pas notre métier. Mmh. Notre métier de base, c'était quand même d'ouvrir des salles et ça a été proposé, à des gens qui sont pour la plupart des gens qui sont des gens issus de nos réseaux. On a fait, je crois pas qu'on ait dépensé un centime en communication, pour faire de la pub, pour ça. Si demain c'est le cas, peut-être qu'on changera, mais jusqu'à présent, c'était pas l'objet, c'était pas l'objet. Parce que devenir, franchiseur, c'est effectivement un autre métier. Alors nous, on avait déjà la chance d'être multi-sites, donc le fait déjà d'être en réseau fait que d'avoir un site franchisé ou un site pas franchisé, c'est malgré tout les mêmes problématiques auxquelles on est confronté, d'organisation, de rentabilité, de fonctionnement, de recrutement. Donc c'est les mêmes, ça va être les mêmes outils, les mêmes réflexes. Donc de ce point de vue-là, ça changeait pas grand-chose. Non, ce qui est plus compliqué parfois, c'est ce qu'il y a dans tous les réseaux, c'est que quand vous êtes franchisé, c'est pas évident parce que quand vous êtes un franchisé, vous achetez un vous achetez une pension complète. C'est pas une carte au menu, quoi. Donc heu, donc c'est à la fois l'indépendance du chef d'entreprise et c'est la contrainte d'une franchise qui impose un certain nombre de choses, un certain nombre de règles et je peux entendre que c'est pas toujours voilà, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident. Donc ça, il y a ça de présent dans tous les réseaux, donc c'est ça le plus difficile, c'est de probablement de trouver cet équilibre, dans l'organisation. Et comment ça se passe alors maintenant cette franchise? Vous êtes, comment dire? Qu'est-ce que vous avez appris en montant les premières salles externes? Quels ont été un peu les grands apprentissages de, Alors ça a plutôt on n'a rien appris de vraiment nouveau, on ça a simplement confirmé un certain nombre de choses. C'est-à-dire que le développement d'une salle, et notamment son acquisition, c'est la clé. C'est-à-dire que, on voit que notre concept, il fonctionne. C'est-à-dire que même si vous faites rien, il y a un moment, ça va finir par marcher. La courbe, elle est, historiquement, sauf retournement de conjoncture type Covid ou ce mmh, genre de choses, mais sinon la courbe, elle est naturellement linéaire, croissante, voilà. Alors elle est pas forcément très pentue si jamais vous faites rien, mais mécaniquement, elle va augmenter et nous, c'est notre histoire. Au départ, quand on était en schéma associatif, on n'avait pas le temps de faire de la communication, donc année après année, ça a grossi naturellement, mécaniquement pour, avoir un bon niveau. Néanmoins, on a vu avec le temps, que, évidemment, tout le travail, commercial, tout le travail de développement, est un point extrêmement important. Aujourd'hui, la salle de Lille est pas une salle dans franchise, par exemple, c'est une salle qui nous appartient, qui est pour nous était une sorte de laboratoire, parce qu'elle est pas à Paris, on n'avait pas la notoriété qu'on avait à Paris. Il faut savoir que Lille est la première salle en recrutement de notre réseau depuis qu'on l'a montée. Donc c'est vraiment l'élément important, c'est vraiment cette partie-là. Donc je crois que ça a vraiment mis ça en lumière. À Paris, on avait beaucoup développé, c'était lié à notre histoire, on était là depuis très longtemps. Là, Lille ou dans d'autres villes après, on n'était pas présent et donc ça a vraiment renforcé cette croyance qu'on avait que c'était fondé sur le recrutement des nouveaux, et ensuite de leur fidélisation, mais d'abord sur l'acquisition. parce que justement à Lille, donc vous n'êtes pas connu. Oui, en tout cas, moi, Enfin, vous n'étiez pas connu, je veux dire au oui, moment ouais, ouais. où Lille se lance, et donc là, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre
pour avoir pour ce recrutement des clients fonctionne bien? Alors d'abord, on a été accompagné, c'est l'occasion de le remercier, on a été accompagné par Daoud Asso, qui est vice-champion olympique à Pékin, en boxe anglaise, qui est un de nos amis et qui a pris la responsabilité de la salle et qui s'est investi corps et âme pour nous aider à les déployer. Et donc on a pu, grâce à lui, ses réseaux locaux, l'organisation et ensuite c'est des schémas de recrutement et de communication plus traditionnels, avec du web, avec des influenceurs, avec de l'affichage, avec la distribution de flyers, avec des émissions de radio, avec des éléments, alors je suis moins calé pour en parler, mais de référencement ou d'amélioration du référencement naturel ou payant. Bref, avec des outils technologiques pour nous permettre d'être mieux positionnés en référencement naturel. Donc on a vraiment essayé à Lille de mettre en place, un schéma, alors 360, je sais pas si le terme est pas un peu galvaudé, mais en tout cas assez large en matière de recrutement et dont on voit les effets puisque Lille a toujours été quasiment une des premières salles en recrutement. Donc vraiment, ce côté franchiseur, ça a vraiment renforcé, cet élément-là. Puis après, le fait d'avoir des comptes à rendre, bah, ça vous oblige aussi à être meilleur. Donc Que les franchisés bah, mmh, parce que, légitimement, on vous demande des choses, donc on vous demande des rapports, on vous demande, des informations, on vous demande, des mmh, présentations. Quand vous êtes qu'entre vous, vous pouvez vous arranger, d'un certain nombre de choses. Là, vous avez des comptes à rendre, des obligations. Donc là aussi, ça a été pour nous, l'occasion à de nombreuses reprises de pouvoir, faire un point sur nos propres méthodes, notre propre méthode d'accompagnement, nos situations, d'essayer de les améliorer, de trouver, de meilleurs systèmes, d'accompagnement. et un exemple, par exemple, de ce qui a pu être, une petite friction qui a pu être remontée d'un franchisé qui a poussé à un changement en interne, je sais pas, par exemple, un process de recrutement d'un coach ou, Non, par exemple, il y a le MMA. Pendant longtemps, ça fait longtemps qu'on avait des demandes pour le MMA et nous, on freinait un petit peu parce qu'on pensait qu'il y avait une différence, une décorrélation entre l'enthousiasme médiatique, du MMA et la réalité d'une pratique, très exigeante et qui fait que, non, enfin, démarrer le MMA à 50 ans, c'est pas si simple que ça. mmh Heu, Se mettre à faire du boxing bag à 50 ans, c'est pas si simple, mais c'est déjà plus évident. Ouais. Et donc, on a longtemps hésité de savoir si on allait créer un réseau parallèle orienté sur le MMA, en intégrant pourquoi pas la boxe thaï, le kick, bref, les autres disciplines des sports de combat qu'on pratiquait pas. Et puis donc voilà, donc ça a été des échanges. Donc on a discuté avec eux, ils ont fait valoir leurs arguments, pourquoi ils pensaient que c'était une bonne chose, pourquoi ils pensaient qu'on devait le faire. Donc nous, on a essayé de leur faire valoir, on va dire une certaine prudence, une certaine cohérence en termes d'image, en termes voilà. Et Mmh. quand toutes les paramètres, quand toutes les planètes ont été réunies, bon bah finalement on a autorisé, les tests, et ensuite comme ils se sont bien passés, on les a validés, on Pérenniser, les a ouais. généralisés, pour qu'ils soient appliqués, pour qu'ils soient partout. Après, on parlait du crédit, parfois on a eu des discussions sur les abonnements, mais là c'est plus fondamental. C'est-à-dire que là, notre système est fondé sur le crédit. C'est-à-dire que, changer de schéma de paiement, c'est quand même se changer un peu, ce qu'on est, c'est un peu changer notre modèle. Mmh. Donc il y a des choses qui sont plus compliquées parce qu'elles renvoient à des choses plus structurelles. Modifier les activités, alors on va pas faire des cours de cupcake chez nous, mais on peut évidemment discuter d'un certain nombre de Faire des petits choses. réglages. Exactement, exactement. Heu, un dernier point pour terminer, quand vous développez en franchise, c'est plutôt en Île-de-France? Non, Pas que? c'est plutôt, pour des raisons d'organisation pratique, nos salles, nous, sont à Paris parce qu'en termes d'homogénéité et de cohérence géographique, c'est plus facile à gérer pour nous. Donc c'est vrai que les franchises sont plutôt en dehors de Paris. Donc ça peut être l'Île-de-France ou la province et ça dépend beaucoup des dossiers que nous avons ou l'étranger, parce qu'on a régulièrement des dossiers. Alors pour l'instant, on s'est pas encore allé au bout, mais on a régulièrement des dossiers pour l'étranger, donc un jour ça finira par arriver. Je posais cette question puisque à Paris, le profil sociologique et la capacité, le pouvoir d'achat des gens est en général plus important. Mmh mh. Une ville avec beaucoup de cadres. Donc je me demandais si en Île-de-France ou ailleurs en France, comment on pouvait adapter, l'offre Apollo à des publics qui ont un peu moins de pouvoir d'achat? Alors, il peut y avoir des éléments, on va dire, très classiques de marketing, de réduction, de rétention de clients, de fidélisation,
basé sur le prix ou d'autres formules pour pouvoir gagner du monde. Après, vous avez toutes les plateformes, les marketplaces qui travaillent avec les entreprises, par exemple, Gymlib, et cetera. voilà, qui vont, là aussi, baisser le coût, facial, pour les pratiquants. Donc, on connaît Gymlib depuis très longtemps parce qu'on a été voisins. Ils ont été incubés juste en face de chez nous, donc on les connaît depuis très longtemps. Typiquement, voilà, Gymlib, dans notre état d'esprit, c'est un bon système. Ça permet aux gens de pouvoir, par le biais des bénéfices de l'entreprise, de pouvoir, avoir une pratique moins chère. Non, ce qui se passe souvent en province, c'est que les CSP, l'offre étant un petit peu différente en région, on est perçu comme étant un peu plus haut de gamme en région que la Mmh. perception qu'on a à Paris. C'est surtout ça la différence. Puisque en région, il y a moins de, c'est quoi? C'est plus d'associations? Non, il y a moins d'offres haut de gamme. Moins d Il y a pas d'offres haut de gamme, soit en club, généraliste, soit en club spécifique, en club thématique, en studio ou autre. mmh mh. Ça existe très peu. Ça existe dans certaines disciplines. Le Pilates, par exemple, s'est beaucoup développé ces dernières années avec des studios un peu comme nous, plus haut de gamme, heu, donc c'est plus parce que ça manque d'offres, en fait, je crois. Pardon. C'est parce que je pense Ça que manque ça manque d'offres. d'offres. Ouais, OK, très clair. Sébastien, merci beaucoup Je t'en prie, pour, merci heu, beaucoup pour ton invitation. pour nous avoir brossé, cette histoire familiale, cette PME, j'ai envie de dire, qui est l'Apollo, Sporting Club. Bah, ouais, écoute, c'était une aventure, au départ sportive, familiale, avant de devenir économique, assez imprévue, assez improbable, qui a été une histoire incroyable. C'est 15 ans de notre vie aujourd'hui, parce que ça fait 15 ans. Heu, c'est c'est long pour une aventure professionnelle, déjà. Mmh mh. Tout le monde n'a pas 15 ans de continuité professionnelle et j'ai trouvé que cette aventure, c'était pas ma première société, j'ai trouvé que cette aventure était extrêmement riche. Heu, les problématiques entrepreneuriales sont infinies parce qu'on fait du B2B, du B2C, on produit nos équipements, on a de la franchise, on a vraiment des problématiques extrêmement larges et donc voilà, donc on est très heureux, malgré, une conjoncture pas toujours évidente, qui aurait pu nous coûter beaucoup plus cher. Voilà, mais on a aussi, voilà, comme on dit en boxe, hein, c'est pas parce qu'on a mis un genou à terre qu'on est obligé de mettre le deuxième, donc voilà. Merci Sébastien. Merci à toi.